Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition de l'information de ce vendredi 5 août. Voici les titres de ce journal. L'ouragan Émilie sera-t-il le prochain bourreau des Haïtiens? La tempête s'avance dangereusement de cette île des Caraïbes et menace de toucher la partie orientale du pays. Après des escasses autour de son successeur, sa compatriote Christine Lagarde, tombée sous le coup d'une procédure judiciaire, la directrice générale du FMI doit répondre dans l'affaire Tapi en 2007, alors qu'elle était ministre de l'économie de la France. Mais avant de développer ces titres, un mot de l'actualité nationale pour dire que c'est hier, jeudi 4 août, que le nouveau président du Conseil constitutionnel a prêté serment à la salle des pas perdus du palais présidentiel à Abidjan. Frontis Faudier, au cours de son intervention, a promis d'être tout à fait impartial dans la conduite de ses fonctions. Une force spéciale pour assurer la sécurité du président de la République, c'est ce qu'a dévoilé ce jeudi le ministre délégué à la Défense Paul Kofi, qui a par ailleurs annoncé la désignation du commandant Chérif Ousmane en tant que commandant en second de cette force. D'autres détails vous seront communiqués bientôt sur votre site web. À l'étranger, sur le continent, l'Union africaine vient de reporter sa conférence pour la mobilisation des fonds pour venir en aide aux victimes de la famine qui frappe la Corne de l'Afrique. Initialement prévue pour le 9 août, l'instance panafricaine a finalement ajourné cette levée de fonds pour le 25 août prochain. Les détails dans cet élément proposé par nos confrères de Africa 24. Crise de la sécheresse, l'Union africaine reporte sa conférence. L'Union africaine a annoncé jeudi le report de plus de 2 semaines d'une conférence sur l'aide à la Corne de l'Afrique frappée par une très grave sécheresse. Initialement prévue le 9 août, elle est à présent fixée au 25 août à Addis Abeba. La conférence de l'Union africaine devrait réunir des chefs d'États africains, des représentants des blocs économiques régionaux et d'autres partenaires internationaux. La conférence vise à stimuler les dons sur le continent afin en priorité de combler les besoins de financement et de sensibiliser les leaders africains et la communauté internationale à une stratégie de moyen et long terme pour prévenir ces crises. À ce jour, l'Union africaine a débloqué 500 000 $ de fonds d'urgence. Les experts soulignent que les États africains doivent mettre plus de moyens dans la recherche agricole, dans la prévention des catastrophes et émettent la possibilité de créer un fonds d'intervention spécial. Toutes les fois où ces crises, ces catastrophes reviennent, la Corne de l'Afrique, les pays concernés, l'Afrique, sont prises au dépourvu. Là, il y a quand même des interrogations à se poser sur les politiques africaines, justement, de prévention des catastrophes naturelles et sur les politiques internes, justement. Mercredi, l'ONU a, elle, déclaré 3 nouvelles zones en état de famine en Somalie. Ces 3 régions sont le site de déplacés du corridor d'Afgoye, la communauté de déplacés de Mogadiscio et les districts de Balad et d'Adal dans le Moyen Chabelle. Haïti se rapproche-t-elle de nouveaux désastres? C'est en tout cas ce qui s'annonce sur cette île des Caraïbes avec l'avancée de l'ouragan Émilie qui menace de ravager la partie est du pays. Il avait déjà été, l'on s'en souvient, durement touché en janvier 2010 par un séisme qui avait causé la mort de plus de 227 000 personnes. La menace se fait de plus en plus lourde. À Port-au-Prince, on redoute les conséquences de la tempête Émilie. Les travailleurs de l'aide humanitaire s'inquiètent du sort des centaines de milliers d'habitants des camps de fortune mis en place après le séisme de 2010. Nous avons de quoi subvenir aux besoins des habitants après la tempête, de quoi nourrir les 517 000 Haïtiens. Nous pourrons effectuer cette aide pendant 26 jours. Dans un quartier de Port-au-Prince, à Canapé Vert, on installe des sacs de sable pour protéger la population des éventuelles coulées de boue. Des protections bien insuffisantes pour assurer les habitants. Nous sommes ici depuis le 12 janvier 2010. 453 familles vivent ici dans ce camp. Nous avons un grand nombre de problèmes. L'ouragan est proche et nous n'avons rien pour aider le peuple. Pas de nourriture, pas d'eau potable. Les tentes ne sont pas en bon état, nous n'avons même pas de toilettes. Nous ne savons pas quoi faire. À côté d'Haïti, en République dominicaine, plus de 1500 personnes ont été évacuées de leur domicile. Comme son voisin, l'alerte maximale a été déclenchée par les autorités. Selon des experts américains, la tempête Émilie pourrait provoquer de très fortes précipitations. On craint des glissements de terrain et la propagation de maladies.
En Syrie, le président Bachar el-Assad a promulgué ce jeudi un décret portant instauration du multipartisme et fixant les règles de fonctionnement et de création des futurs partis politiques. Le reportage est signé France 24. Une vidéo amateur d'une manifestation qui aurait été tournée à Hama la nuit dernière. Selon des témoins, un bombardement de l'armée syrienne a tué des dizaines de personnes dans cette ville mercredi. Alors que la révolte se poursuit, le président syrien a promulgué jeudi un décret autorisant le multipartisme. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, a rapidement réagi. Nous venons d'apprendre qu'un décret du président syrien venait d'autoriser le multipartisme. Je me demande s'il n'y a pas un peu d'ironie, voire de provocation dans cette décision, alors que dans le même temps, on continue à envoyer des chars contre les populations des villes les plus remuantes et les plus soucieuses de liberté. La décision de Damas d'autoriser le multipartisme survient au lendemain de l'adoption par le Conseil de sécurité d'une déclaration condamnant les violences des droits de l'homme en Syrie. Une déclaration possède une valeur juridique moins importante qu'une résolution. Mais il faut dire qu'elle intervient après des semaines de blocage, car jusqu'ici la Russie et la Chine s'étaient opposées à toute condamnation de Damas. Le Conseil de sécurité va se réunir de nouveau dans une semaine au sujet de la Syrie. Selon Alain Juppé, il pourrait alors adopter un texte plus contraignant. Et à la veille de cette décision du chef de l'État syrien, le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptait une résolution condamnant la répression dans la ville insurrectionnelle de Rama. Les divergences entre les membres du Conseil ont finalement pu être surmontées, comme vous le constatez dans cet élément. Après des semaines de blocage, le Conseil de sécurité de l'ONU vient donc d'adopter une déclaration qui condamne les violations généralisées des droits de l'homme en Syrie et l'usage de la force contre les civils. C'est la première fois que le Conseil se prononce sur la situation dans le pays depuis le début des manifestations, le 15 mars dernier. Une nouvelle fois, je demande au président Bachar al-Assad et aux autorités syriennes de faire cesser immédiatement toutes les violences contre les populations, de faire respecter les droits de l'homme et de mettre en application les réformes déjà annoncées. Cette déclaration est toutefois moins contraignante qu'une résolution, et même si la France salue un tournant, nul ne peut dire si elle aura un impact sur le gouvernement syrien. Le Liban, qui entretient des liens étroits avec la Syrie, a d'ailleurs décidé de se désolidariser de cette déclaration, estimant qu'elle n'aiderait pas à mettre fin à la crise. Encore aujourd'hui, les chars des forces de sécurité syriennes ont encerclé les grandes villes du pays, notamment Hama. Plusieurs quartiers ont été bombardés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la ville est désormais privée de téléphone et d'Internet. Impossible d'avoir un bilan de ces affrontements. Rien que dimanche, une centaine de manifestants auraient été tués. Enfin, voilà qu'à peine Strauss-Kahn débarqué de la tête du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, l'ex-ministre française de l'économie et des finances qui l'a remplacée en tant que directrice générale du FMI, tombe elle aussi sous le coup d'une procédure judiciaire. En effet, la Cour de justice de la République de France vient d'autoriser l'ouverture d'une enquête sur la patronne du FMI relative à son rôle joué dans le litige opposant en 2007 l'homme d'affaires Bernard Tapie au Crédit Lyonnais. Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2007. Christine Lagarde est alors ministre de l'économie et des finances et elle décide d'avoir recours à une procédure arbitrale pour mettre un terme au casse-tête judiciaire, au litige qui oppose depuis des années, depuis les années 90, l'homme d'affaires Bernard Tapie à l'État. Une affaire qui les oppose sur fond de vente litigieuse d'Adidas en 1993. Christine Lagarde décide donc d'abandonner la procédure judiciaire classique en France et d'avoir recours à des juges arbitres. Ils rendent leur décision et elle décide également de ne pas recourir, de ne pas demander de recours face à cette décision qui pourtant à l'époque en 2008 a été jugée extrêmement favorable pour Bernard Tapie. Pourquoi est-ce que Christine Lagarde est mise en cause? Parce que l'actionnaire principal de Crédit Lyonnais dans cette affaire en 93 c'était l'État et donc ce sont des deniers publics, c'est de l'argent public qui est engagé et les plus de 200 millions d'euros de dommages et intérêts qu'a touché finalement l'homme d'affaires Bernard Tapie, eh bien c'est de l'argent public. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une autre édition du Grand Journal sur ivoiretv.net. Au revoir.